Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'étrangleur du Colorado. Pour ce podcast inédit, je vous emmène aux États-Unis, non loin de Denver. En juin 1990, à Centennial, une petite ville au pied des montagnes rocheuses du Colorado. Centennial est en périphérie de Denver, à une trentaine de kilomètres au sud, près des montagnes que l'on peut voir aux environs de Denver. Centennial a un taux de criminalité faible, surtout en ce qui concerne les crimes violents. C'est une communauté très diversifiée. On y trouve des terres agricoles à l'est, des quartiers de banlieue et de nombreuses zones commerciales. La vie suit son cours jusqu'en juin 1999, où un événement tragique va ébranler la population tout entière. Rebecca Barty, nouvelle procureure adjointe du comté d'Arapahoe, est portée disparue. Alors qu'elle devait se rendre au travail, comme tous les lundis matins, la jeune femme est introuvable. Un de ses collègues a appelé chez elle, mais elle n'a pas répondu. Ses collègues se sont inquiétés, car ils arrivaient toujours à la joindre. Elle était toujours à l'heure, très ponctuelle. Ils étaient donc très inquiets de ne pas réussir à la joindre. Comme il s'agissait d'une résidence, la direction a envoyé un agent d'entretien chez elle. Il a frappé à la porte, mais n'a pas obtenu de réponse. Alors il a utilisé le passe-partout pour entrer. Une fois dans l'appartement, l'agent n'a rien vu d'anormal. Aucun signe de lutte ou de perturbation. Les pièces étaient bien rangées. Il a crié son nom plusieurs fois. Pas de réponse. Puis, il a regardé dans la salle de bain et il l'a vue immergée dans l'eau de la baignoire. Contactés par l'agent, les policiers se rendent immédiatement sur les lieux. Là, ils sont face à une scène d'horreur et découvrent le corps sans vie de la jeune femme. Rebecca Barty venait du Kansas. Elle avait obtenu un emploi ici en tant que procureure de district. Elle avait emménagé en mai 1999 pour devenir procureure du 18e district, dont fait partie le comté d'Arapahoe. Elle était chargée du recouvrement des dettes des pères mauvais payeurs, mais aussi des mères mauvaises payeuses, de recouvrer les pensions alimentaires des personnes qui ne payaient pas ce que le tribunal avait ordonné. Elle était ravie de commencer un nouveau travail. Elle vivait seule, sa fille n'avait pas emménagé ici, mais elle se parlait fréquemment. Son rêve de venir au Colorado s'est enfin réalisé. Elle était très énergique et heureuse de commencer une nouvelle étape de sa vie. Dans ce cas-ci, l'affaire nous touchait de près, car la victime était procureure de district dans notre juridiction. Ça nous a donc ébranlés. Les enquêteurs cherchent à comprendre les circonstances de la mort de Rebecca. Et une première question se pose. Est-ce un suicide ou bien un meurtre? Pour tenter de le découvrir, ils examinent le corps de la défunte. Les blessures sur les genoux m'ont fait penser qu'elle avait subi une attaque ou qu'elle s'était débattue dans la baignoire. Elles étaient sur l'extérieur des genoux et semblaient parfaitement alignées avec les contours de la baignoire. Ce détail m'a toujours embêté. Était-ce parce que quelqu'un l'a maintenue sous l'eau et l'a noyée, ou a-t-elle eu une attaque? Ce qui était étrange, c'est qu'elle était face vers le haut et que sa tête était du côté du robinet, ce que je considère comme être à l'envers. La plupart des gens ne s'assoient pas dans la baignoire dans ce sens, à moins qu'ils ne se rincent les cheveux. Mais l'eau ne coulait pas, c'était donc exclu. Les serviettes, le peignoir qu'elle utilisait, ainsi que les tapis de bain, étaient tous dans la machine à laver. Ils étaient humides, ce qui était étrange. Mais nous ne savions pas quelles étaient les habitudes de Madame Barty. Procédait-elle comme ça? On s'est demandé si c'était une mise en scène et que quelqu'un avait nettoyé ou si c'était dans ses habitudes. Après avoir examiné la salle de bain, les enquêteurs fouillent le reste de l'appartement de Rebecca, à la recherche d'autres indices.
Rien dans l'appartement ne suggérait que Rebecca ait été victime d'un vol ou d'un cambriolage. Ils ont trouvé tout ce qu'on peut trouver. Rien ne manquait. Il y avait des bijoux, des cartes de crédit et son sac à main. Les fenêtres étaient bien fermées. Les 2 serrures de la porte d'entrée étaient verrouillées. Tout avait l'air à sa place. Tout semblait en ordre. On a regardé l'appartement pour tenter de déterminer ses derniers instants de vie afin d'établir une chronologie. Ce qui peut sembler simple, mais ça ne l'est pas. C'est en examinant certains objets de son appartement que les inspecteurs émettent une première hypothèse. La mort de Rebecca semble remonter au vendredi 4 juin, soit 2 jours avant la découverte du corps. Il y avait un journal du 4 juin dans son appartement. Le magazine télé était ouvert au 4 juin. Les messages sur le répondeur nous ont donné beaucoup d'informations. Sa fille était toujours au Kansas et des gens veillaient sur elle. L'un des appels qu'elle a reçus vendredi soir provenait d'une des personnes qui s'occupait de sa fille. Et Becky était, au dire de tous, une mère merveilleuse et très attentionnée. Ce n'est pas un message qu'elle aurait laissé sans réponse. Notre hypothèse est qu'elle est probablement morte vendredi soir, avant cet appel. Ce qui lui est arrivé s'est produit le vendredi 4 juin. Alors que le corps est transporté à la morgue afin d'y être autopsié, la police scientifique passe l'appartement au peigne fin. Sur la scène de crime, on a recueilli plusieurs éléments de preuve. On a focalisé sur 3 cheveux qui ont été trouvés avec le corps de Rebecca. Ils n'étaient pas les siens. Ils étaient peut-être là depuis une semaine, mais c'était le meilleur élément de preuve qu'on détenait. Le légiste a trouvé une marque de main assez nette autour de son cou, 3 ou 4 doigts. On aurait dit qu'elle avait été étranglée. Donc, après que le légiste a eu tout récupéré et complété l'analyse toxicologique, et une fois que la scène de crime a été traitée, il a été déterminé qu'il s'agissait d'un homicide. L'affaire prend alors une dimension criminelle. Mais qui pouvait en vouloir à ce point à cette femme a priori sans histoire? Pour le savoir, les policiers retournent à la résidence et commencent une enquête de voisinage. L'appartement de Madame Barty était au rez-de-chaussée. Il avait un mur commun avec un autre appartement, alors j'ai frappé à la porte. Un homme et une femme ont ouvert. Je leur ai demandé s'ils détenaient des informations et ils ont dit que non. Les voisins de Rebecca n'ont rien vu, rien entendu. Alors, les inspecteurs s'adressent aux frères de la victime pour en savoir plus sur sa personnalité. C'était une personne ordonnée. Elle tenait bien sa maison. Alors l'absence de tapis ou de serviettes dans la salle de bain semblait étrange. Quand les frères de Rebecca sont venus sur la scène de crime, ils ont remarqué que des serviettes blanches étaient dans sa machine à laver. Ils savaient que Rebecca n'aurait jamais fait ça. Elle était trop organisée et pointilleuse, surtout avec sa lessive. Ils l'ont signalé à la police. Il était impensable que leur sœur ait mis les serviettes là. Il y avait une bouteille d'eau de Javel sur le sol de la salle de bain. Qu'elle laisse un produit de nettoyage dans sa salle de bain toute propre, ça ne semblait pas normal. Le fait que le tueur ait pris le temps de sortir l'eau de Javel, de nettoyer la scène du crime et de s'assurer qu'il ne reste aucune preuve me laisse penser qu'il était à son aise. Il n'était pas inquiet que quelqu'un entre et le surprenne. Qu'il ait eu le temps de mettre des serviettes dans la machine à laver et de la mettre en marche suggère qu'il ne craignait pas d'être dérangé. Pour tenter de découvrir l'identité de ce mystérieux agresseur, les policiers vont s'intéresser aux éléments prélevés sur la scène de crime. Un des cheveux a permis de relever de l'ADN. On a pu déterminer que le profil ADN du cheveu était celui d'un homme d'origine afro-américaine. Après avoir visionné les vidéos de surveillance, les inspecteurs ont enfin une piste. On a découvert que l'un des agents d'entretien était venu dans l'appartement à 1 ou 2 reprises. Chester, un Afro-Américain qui assurait l'entretien de l'immeuble, possédait un passe-partout pour tous les appartements de la résidence. Donc, la police le considérait comme un suspect.
Son ADN est immédiatement prélevé pour le comparer à celui du cheveu retrouvé sur la scène de crime. Mais l'échantillon ne concorde pas. Chester, l'homme d'entretien, est écarté de la liste des suspects. Les enquêteurs se tournent donc de nouveau vers la famille et les amis de Rebecca. Quelqu'un de son entourage proche aurait-il une raison de lui en vouloir au point de la tuer ? Lorsque l'on enquête sur un décès, il faut toujours s'attarder sur les amis et les proches. Statistiquement, la famille et les amis sont souvent impliqués dans un homicide. Sur cette base, on s'est rendu à Hays, la ville natale de Rebecca. On a parlé à beaucoup de gens pour essayer d'en savoir le plus possible sur Becky et déterminer si quelqu'un avait une raison de lui faire du mal. Les inspecteurs apprennent que Rebecca aurait récemment divorcé d'un certain Ralph Bars. Que faisait-il et où était-il le soir de la mort de Rebecca ? L'ex-mari est convoqué au poste afin d'être interrogé. Chaque fois qu'un ex-conjoint est en cause, son nom va ressortir. C'est quelqu'un sur qui on doit se pencher. Il a affirmé qu'il était au Kansas presque tout le week-end. L'homme a un alibi solide. Et en plus, il n'est pas d'origine afro-américaine. La piste de son ex-mari finit par être écartée par les policiers. Alors, les enquêteurs décident de chercher dans la vie professionnelle de Rebecca. De par son métier, la procureure pourrait être la cible d'une vengeance. Rebecca a été procureure adjointe. En tant que procureure, la jeune femme avait pu se faire beaucoup d'ennemis. Après des procès, elle avait reçu des menaces. La police devait enquêter sur ces individus. Un homme avait été au tribunal pour une affaire de garde d'enfants et ça s'était pas bien passé pour lui. Selon plusieurs témoignages, l'homme aurait développé une certaine rancune à l'égard de Rebecca après la décision défavorable du juge. Des témoins ont dit qu'il était très en colère contre Rebecca et qu'il avait peut-être quelque chose à voir avec le meurtre. Lorsqu'on enquête sur un tel crime et qu'on découvre qu'il y a un conflit entre un individu et la victime, il faut se pencher sur la question, examiner la nature du conflit et l'évaluer. Ce conflit pouvait-il conduire cette personne à commettre un meurtre ? Cet homme a fourni un alibi aux enquêteurs et il a accepté de passer un test polygraphique. Ça a prouvé qu'il n'était pas impliqué. Sans aucune piste solide, l'enquête est au point mort. Mais un mois plus tard, une information va mettre les policiers sur le chemin d'un nouveau suspect. Alors que l'enquête se poursuivait, la famille s'est vue confier l'appartement une fois les preuves relevées. Et on nous a dit que pendant qu'ils nettoyaient l'appartement et se préparaient à rapporter les affaires de leur sœur au Kansas, plusieurs personnes dans la résidence leur avaient semblé suspectes. L'une d'entre elles, un grand homme noir, a laissé entendre qu'il avait été en contact avec leur sœur. Le tueur de Rebecca serait-il un habitant de sa résidence ? Grâce à une description plus précise de l'individu, ils se rendent compte qu'il s'agit d'un des voisins qu'ils avaient déjà interrogé après le drame avec sa femme. Ils retournent donc le questionner. J'ai parlé à l'homme qui s'appelait Robert Williams. Il a dit qu'il avait été en contact avec sa voisine. Il ne connaissait pas son nom, mais elle lui avait emprunté un annuaire. 3 personnes vivaient dans l'appartement adjacent à celui de Rebecca. Monsieur Williams, sa petite amie et son fils. Robert Williams a dit l'avoir rencontré quand elle a emménagé. Quand j'ai parlé à Monsieur Williams, je lui ai demandé où il était au moment de la mort de Madame Barty. Il a dit qu'il était à la maison la plupart du temps avec le fils de sa petite amie, mais qu'il entrait et sortait. Et c'est à peu près tout ce qu'il a pu nous dire. Robert Williams, le voisin de Rebecca, affirme n'avoir aucun lien avec cette affaire. Mais pour en avoir le cœur net, les inspecteurs veulent comparer son ADN avec celui retrouvé sur la scène de crime. Williams était noir, et l'on sait que le cheveu dans la baignoire provenait d'un homme noir. Donc j'ai demandé à Monsieur Williams de me donner son ADN.
Et il a dit qu'il ne voulait pas. Ce n'était pas acceptable, comme pour l'homme d'entretien. Alors j'ai dit au procureur, « J'aimerais vraiment obliger M. Williams à nous donner de l'ADN pour qu'on puisse le comparer. Je sais que les preuves sont minces, on ne dispose pas de beaucoup d'informations. » Et le procureur a dit, « Non, nous n'avons pas assez d'informations pour l'obliger. » Je n'ai jamais obtenu d'échantillon d'ADN de Robert Williams. Pourquoi Robert Williams refuse-t-il de coopérer? Aurait-il quelque chose à cacher? Malgré les très forts soupçons des enquêteurs, aucun élément ne permet pour l'instant de l'inculper. J'étais très contrarié, car s'il n'était pas impliqué, il serait très facile de l'exclure grâce aux preuves matérielles. Mais il a refusé, et j'ai dû accepter sa décision. Les inspecteurs redoublent d'efforts pour résoudre ce crime. Mais l'affaire est dans une impasse. Sans preuves concrètes, le dossier rejoint l'étagère des cold cases pendant 18 longues années. Jusqu'en 2017, où un rebondissement inattendu vient relancer toute l'affaire. Un beau matin, le sergent Bruce Peterson est à son bureau lorsque le téléphone sonne. Au bout du fil, un informateur dit avoir des révélations à faire. Un journaliste local avait une source qui était venue lui dire qu'elle avait des informations sur un meurtre, et plus spécifiquement sur l'affaire Barty. J'étais enthousiaste, parce qu'après une période aussi longue, si quelqu'un est prêt à se manifester et possède des informations précises, c'est qu'il sait de quoi il parle. Brian Mass, le journaliste, explique alors au shérif ce qu'il sait de cet informateur mystérieux. J'ai reçu un courriel d'un homme qui se faisait appeler Bob Pickett. Il disait qu'il avait des informations sur une vieille affaire de meurtre et qu'il voulait de l'aide pour entrer en contact avec les enquêteurs. On a échangé plusieurs messages, mais ce qu'il offrait comme information était extrêmement vague. On a effectué des recherches sur Bob Pickett sans rien trouver. Mais on avait le numéro de téléphone qu'il nous avait fourni. Sans trop y croire, les inspecteurs décident d'appeler ce numéro de téléphone. Et c'est l'informateur lui-même qui répond. Ce dernier révèle qu'il cache quelque chose sur le meurtre de Rebecca depuis des années. Et ce n'est pas tout. Les policiers découvrent que cet informateur anonyme ne le serait pas tant que ça. On a appris que Bob Pickett était en fait Robert Wilson et qu'il avait donné un faux nom. Il était un peu réticent, mais il a indiqué qu'il avait habité juste à côté de chez Rebecca, avec Dora Howe, sa mère, ainsi qu'avec Robert Williams. Robert Williams, un nom présent dans le dossier depuis des années. Un voisin qui, en 1999, avait été interrogé et qui n'avait pas voulu fournir un échantillon de son ADN. En 1999, Robert Williams n'était pas en haut de la liste des suspects. On ne savait pas pourquoi ni comment il pouvait être impliqué. Selon ce que l'on savait de Robert Williams, il n'avait eu aucune interaction avec Rebecca, sauf quand elle a emménagé. Mais peut-être avait-il eu plus de contacts. Je savais que ça serait un peu délicat. On parle d'un meurtre, et Bob Wilson a des liens étroits avec cette affaire. Je voulais m'assurer que la victime obtienne justice. Bob Wilson pouvait avoir des informations pour nous aider à y parvenir. Bob Wilson détenait cette information depuis plusieurs années et ne s'était jamais manifesté. Pourquoi le faire maintenant? Bob Wilson avait peur. Je crois qu'il ne faisait pas entièrement confiance à la police. J'ai essayé de le rassurer, de lui dire que je voulais juste entendre son histoire. Il m'a dit que son objectif était le même que le mien, que cette victime obtienne justice. Il pensait avoir les informations qui nous aideraient à y parvenir. Les enquêteurs parviennent à convaincre l'homme de leur livrer son témoignage. En 1999, je vivais à Centennial. Bob vivait dans l'appartement voisin de celui de Rebecca Barty. Robert Williams, ma mère et moi partagions l'appartement à l'époque. Bob Wilson explique alors aux enquêteurs que Robert Williams avait harcelé plusieurs résidentes de l'immeuble, dont Rebecca.
Bob m'a dit avoir surpris l'homme avec qui il partageait l'appartement à l'époque, Robert Williams, à plusieurs reprises, en train de regarder des femmes par les fenêtres, la nuit. Il avait surpris Robert en train d'harceler des femmes. Je pouvais deviner à sa façon de parler, aux choses qu'il disait, que c'était un pervers. Et puis, Rebecca a emménagé. C'était une personne très gentille. Elle était là depuis peut-être 2 mois. Je rentrais à la maison le midi et je la croisais à l'occasion. Elle revenait généralement du travail. Un jour, Bob Wilson a remarqué que Robert Williams était dans le couloir et semblait s'en prendre à Rebecca Barty. Bob Wilson avait été témoin de cet échange lors duquel Robert Williams avait posé les mains sur elle. Quand j'ai vu ça, j'ai été stupéfait. Je l'ai attrapé et je l'ai frappé. Il a frappé Williams. Il l'a renversé et a dit « Je ne veux plus jamais te voir faire ça ». Bob Wilson ajoute que cette altercation se serait produite 2 jours avant que Rebecca Barty soit retrouvée morte dans sa baignoire. La semaine du meurtre de Rebecca, ma mère était en Caroline du Nord avec ses petits-enfants. Et c'est à ce moment-là que Robert a décidé qu'il allait entreprendre ce qu'il avait prévu de faire. Le lendemain, Bob Wilson rentrait chez lui pour le dîner. En s'approchant de sa porte, il a remarqué que celle de Rebecca était ouverte, ce qui était anormal. J'ai fait un pas, puis 5 et 10. Je l'ai appelé, j'ai crié « Vous avez laissé votre porte ouverte ». Puis, j'ai fait encore quelques pas et j'ai eu une sensation de froid. Le froid m'a fait m'arrêter. J'ai continué à l'appeler, puis j'ai fait marche arrière et je suis rentré chez moi. Il est donc retourné dans son appartement pour préparer son repas. Quelques instants après, Robert rentre à son tour. Et Bob décrit Robert comme fou. Il semblait avoir perdu la tête. Il s'est arrêté et m'a regardé. Je sais quand les choses ne tournent pas rond. Il s'est rendu dans la chambre et a fermé la porte. Et il nous a dit qu'il croyait que Robert Williams avait tué leur voisine, Rebecca. Des homicides de la police de Los Angeles. Ils m'ont dit qu'ils devaient aller dans leur entrepôt au sous-sol pour déterrer ce dossier de 1983, mais ils l'ont trouvé. Ils m'ont rappelé, et ce qu'ils m'ont révélé m'a donné des frissons. L'inspecteur de Los Angeles a juste dit « Voilà, Robert Williams a étranglé sa femme ». C'était évidemment une révélation importante pour notre affaire, et elle venait éclabousser Robert Williams. Il avait été condamné et avait purgé sa peine pour le meurtre de sa femme, morte étranglée. J'étais convaincu que Robert Williams était impliqué dans le meurtre de Rebecca. Tout récidiviste est lié à un modèle. Qui dit récidive, dit au moins 2 délits, que ce soit à l'encontre de personnes ou de biens, à des moments et dans des lieux différents. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il se croie hors de danger et ne recommence. Mais il reste un élément troublant pour les inspecteurs. Pourquoi Bob Wilson a-t-il gardé le silence pendant ces 18 longues années ? Il m'a expliqué pourquoi il avait mis si longtemps à se manifester. Pourquoi il gardait ce secret qui le troublait depuis tout ce temps. Et ça venait de la façon dont il avait été élevé, des valeurs familiales, du fait qu'on ne dénonce pas un membre de sa famille ou un ami. J'ai grandi dans des quartiers malfamés où des gens allaient en prison. On n'y dénonce pas ses amis. Alors, on ne va pas voir les flics pour tout déballer. Ça ne se fait pas. Je suis tombé malade. Et être malade m'a fait songer à révéler ce que je pensais savoir. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à rassembler mes forces pour pouvoir être parfaitement honnête avec vous. Face aux inspecteurs, Bob Wilson ajoute que s'il a décidé de venir tout raconter, c'est aussi parce que Robert Williams serait très malade. D'après lui, il n'en aurait plus pour très longtemps. Il était sous dialyse 2 ou 3 fois par semaine. Wilson devait révéler cette information avant la mort de Robert pour que l'on puisse mener une enquête en bonne et due forme. Malgré les déclarations accablantes de Bob Wilson,
les enquêteurs ont besoin de preuves concrètes pour pouvoir inculper Williams. Et le temps presse. Bob Wilson m'a conseillé d'être vigilant en approchant Robert Williams. Il m'a dit « Sois prêt quand tu vas lui parler, tu n'auras qu'une seule chance ». On savait qu'on allait devoir obtenir son ADN et qu'il avait déjà refusé en 1999. Alors, les enquêteurs mettent en place une stratégie afin d'obtenir légalement un échantillon. On a demandé à un agent de le suivre et de récupérer tout ce qu'il pouvait jeter, c'est-à-dire tout type de déchets, de gobelets. L'agent a récupéré une canette de soda et une bouteille d'eau qu'il avait mise à la poubelle. On a testé la canette et la bouteille d'eau. La bouteille d'eau présentait un ADN masculin qui correspondait à celui du cheveu trouvé dans la salle de bain. J'étais très heureux de découvrir que les profils concordaient. Donc ça ne pouvait être personne d'autre. L'ADN du cheveu dans la baignoire était celui de Robert Williams, sans aucun doute possible. Maintenant que l'ADN de la scène de crime et celui de la bouteille d'eau concordent, les inspecteurs ont enfin de quoi l'interpeller et le forcer à fournir un nouvel échantillon. Ils se rendent donc à son domicile. L'enquêteur Bales et moi, nous sommes rendus à l'appartement à côté de la scène de crime de 1999. On a frappé à la porte et Dora a répondu. Elle nous a fait entrer et Robert Williams est sorti d'une chambre. Robert Williams a été coopératif quand on lui a expliqué que nous avions une ordonnance du tribunal. On a pu faire un prélèvement buccal pour obtenir son ADN. J'avais du mal à croire que ce type était toujours là après tout ce temps. On était littéralement à quelques pas du lieu où il avait peut-être tué une innocente. Les échantillons comparés, les policiers ont donc maintenant la preuve formelle que l'homme est leur coupable. 18 ans après la découverte du corps, Robert Williams est enfin derrière les barreaux. Les chances d'avoir une telle correspondance sont quasi nulles, sauf si c'est la même personne. Monsieur Williams a juste dit « Alors je vais en prison ?» J'ai dit « Oui, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. » Robert Williams a été arrêté le 29 août 2017. Il a comparu le 31 août 2017 et a été accusé de meurtre avec préméditation. Robert Williams m'a parlé après son arrestation. Et je lui ai dit « Racontez-moi tout. Je sais ce qui s'est passé. Je sais que vous étiez là et que vous l'avez tué. Faites-le pour moi. Racontez-moi tout. Vous ne sortirez pas de prison. C'est l'occasion de me dire ce qui s'est passé. Peut-être que ça apaisera vos remords. » Mais il a refusé. En 2018, un an après son arrestation, Robert Williams décède en détention. Même s'il n'a jamais été officiellement condamné, les enquêteurs considèrent que l'affaire est close. Et Bob Wilson reste à jamais marqué par ce terrible drame. Je ne sais pas quels effets cela a eu sur moi, mais il n'était pas bon. C'est pour ça que j'occupe mon poste actuel, parce que je dois rendre l'appareil surtout aux femmes. Je suis responsable de la sécurité du plus grand refuge pour femmes sans abri de Denver. Je le fais parce que j'aurais dû faire quelque chose à l'époque. Ça va me hanter jusqu'à ma mort. Mais c'est tout ce que je peux faire. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.